quoi aboutiront les consultations présidentielles? Madame, Messieurs, la réponse est dans quelques jours. L'initiateur avait promis de faire le point une fois de plus devant la nation. Mais avant toute chose, le décryptage avec notre invité dans le dossier de la rédaction. Bienvenue à vous, Madame, Messieurs. Bienvenue Alain Bouma. Merci Julie Sefou. Nous recevons ce soir Monsieur Hubert Tetika. Il est député national honoraire, analyste politique. Bienvenue Monsieur Tetika. Merci. Alors notre toute première question, c'est quelle est votre lecture à vous, homme politique, des consultations présidentielles? Bon, la lecture, elle est toute simple, parce que beaucoup de gens se posent la question de l'opportunité même de ces consultations. Certains disent, mais est-ce qu'il a le droit de consulter ou pas? J'aimerais tout de suite aller au but, dire que voilà, les consultations pour un chef de l'État, ça entre dans l'ordre des choses. Donc, il peut consulter, ce n'est pas un dialogue. Consulter, c'est un président qui a besoin d'avoir des avis des uns et des autres pour l'amener, pour lui faciliter la tâche afin de prendre une décision. Un président peut le faire. Donc, il a raison de le faire. Il a raison de le faire. Outre Méditerranée ou outre-Atlantique, ça se passe. Moi, j'ai beaucoup vu en France des présidents français consulter les autres quand il y a un problème. Très souvent, quand il y a un problème d'intérêt national, souvent là-bas, bon, c'est parfois quand le pays est confronté à une situation d'envoyer des militaires par exemple, à la guerre ou des choses comme ça, ou bien quand vraiment ça ne va pas, il appelle parfois les syndicats, il consulte pour l'amener, pour lui faciliter la tâche afin de prendre une décision. Bon, chez nous, la raison est très simple. Le président a dit qu'il y avait une crise de gouvernance politique, que nous avions tous constatée. Et devant cette crise de gouvernance politique, il a jugé mieux de ne pas prendre une décision seul et d'écouter d'abord les autres, les avis des uns et des autres pour prendre une décision. Donc les consultations sont les bienvenues et il en a droit. Il avait le droit de le faire. Alors, puisqu'il y a crise, d'autres se demandent est-ce qu'il faudrait s'arrêter aux consultations ou aller à un réel dialogue national carrément? Ah, justement, vous me donnez l'occasion de préciser, parce que c'est une question qui revient souvent. Mais attention, nous avons les institutions qui fonctionnent, qui sont là, toutes les institutions sont bien en place. Nous n'avons pas un problème de partition de pays, des choses comme ça. Il y a des cas qui nécessitent un dialogue. Par exemple, ce qu'on a eu en 2003 à Sun City, c'était suite au risque de partition du pays, par exemple. Là, vous avez des forces qui étaient en face et il fallait les mettre ensemble, dialoguer, essayer de trouver une solution ensemble. Vous comprenez? Mais les consultations, il y a quelqu'un qui est là, qui a toute la plénitude du pouvoir, qui dirige, mais qui a besoin d'avoir un peu les avis des uns des autres pour que lui prenne une décision. Donc la décision viendra de lui et ce qui sera décidé n'engagera que lui. Donc voilà, donc c'est ça la différence. Ce n'est pas un problème entre deux alliés au pouvoir. Pardon? Et ce n'est pas un problème entre deux alliés au pouvoir. Pourquoi demander aux autres d'intervenir? Bon, non, il a bien dit. Les actes posés, c'est ça que les gens doivent savoir. Hein. Parce que j'ai vu certains dire non, il fallait qu'ils discutent seulement au sein. Oui, au sein, parce que c'est la coalition. Vous venez tout à l'heure de le dire parce qu'il y a les institutions sont en place, donc il y a un problème entre les deux alliés. C'est au sein de la coalition. Et pourquoi ne pas trouver une solution au sein même de la coalition? Exactement. Si par exemple, vous êtes une coalition, vous deux qui êtes là, si vous êtes une coalition, si madame bouffe l'argent d'Alain ou qu'Alain bouffe l'argent, ça c'est un problème que vous pouvez traiter au niveau de la coalition. Mais si les actes que vous posez, vous, nous concernent, nous, moi, les caméramans et les autres, et la population qui nous regarde, c'est fini. C'est-à-dire, ça devient un problème général, parce que c'est-à-dire que les actes que vous posez, comme ce sont des actes qui ont un impact sur la vie des autres, il faudra nécessairement. Alors, celui qui est responsable. Même si vous ne connaissez même pas la quintessence de cet accord. Non, parce que oui. Non. C'est-à-dire que quand lui sort, il sort de cet accord. Il dit, voilà, comme les actes que nous posons entre nous, comme coalisés, a un impact. Ce sont des actes qui ont un impact sur la vie de tous les autres. Donc je consulte les autres pour dire que voilà, c'est que la crise que vous constatez, hein, elle est peut-être venue de la mésentente entre nous, mais qu'est-ce que vous pensez? Donc c'est ça le problème. Donc il faut bien qu'on se le dise. Il faut bien qu'on se le dise. Il faut attendre la fin des consultations pour reprendre les conseils des ministres. Ça va faire des semaines, un mois déjà, que le gouvernement ne travaille pas
comme devrait se faire. Il y a à peine 2 ans dans ces pays, le Conseil des ministres se faisait de manière épisodique. Tout le monde le sait. Tout cela est passé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on avait parfois un Conseil des ministres tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ça ne dérangeait personne. Mais alors, depuis, c'est régulier. Depuis qu'on a repris l'habitude d'antan, parce qu'à l'époque de Mobutu, c'était aussi comme ça, c'était chaque vendredi. C'est bien, c'est une bonne habitude que les gens suivent. Exactement, c'est que le gouvernement soit à la page de ce qui se passe dans le pays. C'est vrai, ça nous manque un peu, le Conseil des ministres. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'un Conseil des ministres, si on peut en rater 3, 4, ça viendra. Moi, je suis sûr qu'après les consultations, après les décisions qui seront prises, évidemment, si les choses reprennent, le Conseil des ministres répondront aussi. Lors de son discours du 23 octobre, ton message à la nation du 23 octobre, le président de la République avait évoqué 5 points de discorde, entre autres sur le plan sécuritaire, électoral, territorial et justice. Mais si on regarde bien, on sent que ces problèmes ne concernent pas directement la population. Ça concerne plutôt une sorte de survie politique. Bon, il y a un mélange dans tout ça. Si vous me dites que le problème électoral ne concerne pas la population, c'est quand même incroyable. Parce que les problèmes électoraux concernent la population. Oui, le déroulement, mais le vote du bureau, du président, le mode de scrutin et tout ne passe pas par les référendums. La nomination dans les territoires. J'ai envie de dire, qui décide. Mais attendez. Donc l'opinion a l'impression que ça ne concerne seulement la survie politique des uns et des autres. Je ne dirais pas que ce que vous dites est faux. C'est-à-dire qu'évidemment, en sous-bassement, sous tout cela, il y a un combat politique, il y a un combat de positionnement, un combat de leadership et tout ça. Mais néanmoins, les questions abordées, les questions électoraux, les questions de justice ont un impact sur la vie des gens. Et d'ailleurs, les premiers bénéficiaires de ces histoires-là, ce sont les gens. Si on organise bien les élections, qui en seront bénéficiaires? C'est la population, parce que la population va au moins avoir des gens réellement qu'il a envoyés au Parlement et tout ça. Donc, il va se reconnaître en ces gens-là, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui. Si la justice marche bien... La Cour constitutionnelle. Attendez, si la Cour constitutionnelle, vous savez que c'est la plus haute cour qui réglemente un peu tout, qui veille à la constitutionnalité, qui veille à la conformité de la constitutionnalité, la Constitution, pardon. C'est-à-dire que si la Cour constitutionnelle n'est pas en place ou n'est pas bien composée, si la Cour constitutionnelle ne travaille pas bien, ça a un impact sur la vie générale des gens. Par exemple, on a vu des gens qui ont élu certains députés, ils ont élu leurs électeurs, qui ont été proclamés par la CENI, mais la Cour constitutionnelle a même fait quelque chose qui est d'anormal, on a proclamé, et puis on est rentré, on a fait marche arrière, chose qui ne pouvait pas se faire. Donc il faudra bien que cette Cour-là aussi marche bien pour l'intérêt de la nation. Moi je pense que tout acte qui pose, évidemment les hommes politiques en profitent toujours, je ne dirais pas non. Il y a toujours un positionnement derrière, ça c'est vrai. Mais en réalité, ce sont des actes. Parce que c'est d'abord le juge de prédilection du président, du Premier ministre. C'est vrai que la population se sent indirectement concernée lorsqu'il faut valider les résultats des élections. Exactement. Est-ce que ce n'est pas un problème de respect des textes qui est à la base de tout ça? Le respect de l'accord, respect de la Constitution? Bon, justement, c'est là qu'il faut voir. C'est là qu'il faut voir. Parce que moi, j'ai essayé de faire un peu une analyse. On parle à la fois de la violation de la Constitution sur, par exemple, l'histoire des juges constitutionnels, sur les nominations à la justice. Bon, moi, je suis un analyste politique. J'essaie de voir les choses, j'essaie d'étudier sans passion les choses. Je ne défends aucun camp, mais je me dis, quand je vois qu'il y a une bouche autorisée, et cette bouche autorisée, c'est laquelle? C'est le président AI de la Cour constitutionnelle, qui lui a été nommé, pas par le président actuel, mais par l'équipe d'avant, qui, si lui, à son niveau, qui a une bouche autorisée... On a même dit que c'était pas... il ne devait pas parler. Qui veille à la qui veille au respect de la Constitution. Si lui a pu dire qu'il n'y avait pas violation de la Constitution, je ne me vois pas moi. Mais moi, à mon niveau, venir contredire une bouche autorisée. Ça veut dire que vous croyez vraiment à la justice tellement juste. Il n'est pas inquiété, le vice-président. C'est comme si je pourrais m'opposer, par exemple, à ma mère qui m'a dit un jour que j'étais né à 19h, alors que je lui dis non, c'était à 15h. Mais le vice-président n'est pas inquiété, n'est-ce pas? Peut-être que lui, bon, il ne se sent pas aussi choqué parce que ce n'est pas lui directement. Il peut aussi, comme tout à l'heure, vous parliez des positions, tout se ramener aussi à la politique. La justice peut aussi jouer ce rôle-là par moment.
Non, non, mais lui, s'il devait prendre position, si par exemple lui devait défendre un positionnement, il ne vient pas de cette équipe. Vous comprenez? C'est là où moi je me suis dit, bon, écoutez, si c'est lui-là qui a été nommé, garantir aussi sa survie, on ne sait jamais. Qui a été nommé par l'équipe d'avant et dit ça, bon, je m'en tiens à ce que dit la bouche autorisée. Et celle-là, c'est la bouche autorisée. Donc j'ai dit, en termes de violation de la Constitution, je m'en remets à ce qu'il lui a dit. Par contre, violation de l'accord, il faudra bien qu'on en parle, c'est vrai. Parce que quand on voit, que reproche par exemple le FCC au président Tshisekedi? J'ai toujours remarqué, j'aurais voulu moi, que le FCC reproche un jour au président Tshisekedi, par exemple, de ne pas envoyer des militaires à Béni. Hein, de ne pas organiser les militaires à Béni. Mais c'est vrai qu'ils ont parlé de l'insécurité, sans peut-être aller dans les détails. Là, je me dirais, oui, voilà, ça c'est une question d'intérêt national. Mais quand je vois que l'on reproche d'abord, ah non, pourquoi vous avez nommé les DG de la GECAMINE? Je me pose une question, même si on a maintenu les PCA de la GECAMINE, on dit, ah, pourquoi vous avez nommé les DG de la GECAMINE sans nous consulter? Pourquoi vous avez... La procédure des mandats, c'est que ça soit traité d'abord dans un conseil de ministres. C'est ce qui n'a pas été fait. Mais attendez. Moi j'ai vu l'accord. Hein, j'ai vu... Oui, il y a une partie... Je ne sais pas si c'est en partie. Hein. C'est authentique. Ah, voilà. Je n'en sais rien. Personne n'a jamais attesté que c'était... Mais bizarrement, dans cet accord, les opérateurs internationaux qu'on a vus qui n'ont pas signé, évidemment, bon, je serais étonné s'ils avaient signé, parce qu'on ne va pas signer sur un document qui n'engage pas l'État, qui engage que des individus. Bon, évidemment, j'ai vu l'Afrique du Sud, j'ai vu l'Égypte et le Kenya. Et bizarrement, j'entends dire, je n'ai pas vu, j'entends dire que le président honoraire a adressé des lettres justement à ces gens-là. Donc je me dis, donc c'est que l'accord que nous avions vu, c'est peut-être un bout de l'accord, parce que même ces histoires-là de nomination où il faut s'entendre d'abord avant de nommer, il faut se consulter avant de nommer, j'ai vu que les deux camps ne se consultaient en rien, parce que... Par contre, pour le gouvernement, ça on a vu. Pardon ? Pour nommer le gouvernement, le Premier ministre, j'ai envie de dire, ça quand même, on a vu que ça a suivi la procédure. C'est pour ça que ça s'est éternisé. Vous avez remarqué que des deux côtés, on reproche à l'autre d'avoir nommé à GECAMINE, mais je vois les autres qui défendent le président de la CENI, qui lui est de la société, essentiel de la société civile et d'une église, donc qui n'est pas membre du PPRD, mais pourquoi on l'a défendu de ce côté? Et je vois encore un vice-premier ministre qui se permet d'aller donner un avis du gouvernement à l'insu même des autres membres du Conseil des ministres. En fait, il y a eu un mêlé-mélo de part et d'autre. Il faut qu'on se le dise. Et je pense, c'est pour ça que je me dis, moi je suis vraiment d'accord avec ce qui est arrivé, avec cette histoire de consultation, pour qu'on mette un peu fin à ça, parce qu'on ne sait pas où on allait droit au mur. C'est-à-dire les gens se reprochent. Alors maintenant, est-ce que l'État devait continuer à être régi comme ça par rapport à l'accord, ou par rapport à la Constitution? Et encore que comparaison n'est pas raison, en termes de violation de la Constitution, je ne le favorise pas. Mais je me dis, toute proportion gardée, il fallait quand même que, de part et d'autre, les gens regardent un peu le rétroviseur, pour voir un peu, quand je sais que ce qui s'est passé d'avant, nous étions... Heureusement que maintenant, nous voulons aller vers un état de droit. Voilà. Et on va être un peu plus regardant parce que c'est l'heure du changement. Exactement, il y a eu une violation beaucoup plus grave avec les commissaires spéciaux. Là, on a même violé un article verrouillé, l'article 220. Vous savez, l'article 220 sur les prérogatives des provinces. C'était grave. Cela ne donne pas l'occasion. Nous sommes au changement. J'ai dit comparaison n'est pas raison, mais néanmoins, quand certains parlent, ils doivent un peu tourner la langue 7 fois avant de parler. Non, mais justement, est-ce que moi, j'ai pas fait plus pire? On est maintenant au changement, ils veulent voir ça. Alors, on en arrive au profit des consultés, justement. Oui. Il y a la crise, mais on a vu presque tout le monde défiler. Finalement, c'était des corps des métiers, chacun venait poser ses problèmes. Les formations posaient leurs problèmes, les médecins posaient leurs problèmes, les enseignants posaient leurs problèmes. Les enfants de la rue. Les enfants de la rue ont posé leurs problèmes, les journalistes, tout le monde a posé son problème. Bon, écoutez. Le président dit « je vais consulter les groupes les plus représentatifs ». Dans ces mots représentatifs, il y a à boire et à manger. Vous comprenez? Il y a à boire et à manger. Est-ce que les musiciens ne sont pas représentatifs? Pour moi, oui. Ce sont des leaders d'opinion. Ce sont des leaders d'opinion. Ils représentent une certaine frange de la population.
Pour résoudre la crise, hein? Parce que les gens... Mais oui, ils sont victimes de la crise. Tout le monde est victime de la crise. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, rien ne circule, rien ne fonctionne. L'État est presque en faillite, pas presque, l'État est en faillite. Donc, ce sont là les conséquences de la crise. Alors donc, comme tout le monde est victime, tous ces gens-là sont victimes de la crise, bon, il était normal qu'ils soient consultés. Bon, c'est vrai, quand on parle des enfants de la rue comme si ce n'étaient pas des Congolais, bon, ils n'avaient pas d'avis à émettre. Bon, moi je me dis, le président a peut-être lui jugé bon. Vous savez, c'est lui qui consulte, il consulte qui il veut. Hein. Il consulte qui il veut. S'il trouve que bon, je pouvais tirer une information de ces jeunes gens-là, bon, c'est libre à lui de le faire. Il l'a fait. Mais maintenant, est-ce qu'il faut s'en tenir à ces profils seulement et juger? Moi, je pense, si on doit rester dans un profil, bon, certes, certains pouvaient peut-être pas être là, mais la plupart de ceux qui ont été consultés ont le profil requis pour participer à cette consultation, c'est ce que je sache. La plupart. Alors, comment vous interprétez le rôle de la SENCO et même les mémorandums que la SENCO a remis au président? Bon, moi j'ai entendu un reproche à la SENCO d'aller voir... c'est l'église au milieu du village, d'aller voir ça le on ne lui président reproche honoraire. pas. Ouais. Moi je me pose la question, pourquoi on reproche ça à la SENCO? Je ne sais pas. Vous savez, dans tous les cas, vous trouvez des extrémistes. Hein. Bon, c'est moi quand même un peu trop dur, hein, extrémiste, c'est quand même un peu trop dire. Mais il y a quand même des gens qui sont un peu rigoureux, des gens qui ne veulent pas faire des concessions avec les autres, quoi. Or, ce n'est pas ça la solution. Aller à un affrontement ne mènera à rien. Au contraire, nous allons encore retourner, nous allons faire encore marche arrière. Nous n'avons pas besoin de ça. Les Congolais ont assez souffert pour éviter ce type de choses. Mais néanmoins, la SENCO, mais la SENCO est libre de contacter qui elle veut. Si la SENCO trouve qu'après avoir entendu les chefs de l'État, la SENCO trouve qu'il y a une crise de gouvernance politique et que cette crise, en réalité, ne vient que du non-respect ou de l'accord, par exemple. Donc, ils peuvent se dire non. Alors, allons voir un peu l'autre camp pour demander un peu. Nous avions entendu ça là-bas. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que la SENCO veut en réalité? La SENCO veut avoir une idée. Peut-être pour rentrer encore peut-être chez les chefs de l'État, on ne sait jamais, pour venir lui dire non par rapport à ce que nous avions entendu, mais là-bas, ce n'est pas la même perception, par exemple. Donc, vous voyez, moi, je pense que ce que fait la SENCO, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre aussi peut dire non, je vais aussi voir le président Kabila, lui poser un peu de questions, mais voilà ce que nous avions entendu. Là, est-ce que c'est réellement ça? Parce que, bon, les présidents, ils parlent, on l'écoute. Les anglo-saxons parlent de cross-examination, c'est toujours important. Il n'y a personne pour le contredire. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, la démarche de la SENCO, moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de la condamner. La SENCO est libre, et puis la SENCO ne donnera que des avis. Aucune décision de la SENCO ne s'imposera. Ce ne sont que des avis, des suggestions, à prendre ou à laisser. Moi, je pense que cette démarche, elle est bonne, et tout ça. Mais si vous voulez, je voulais revenir, en fait, d'où viennent tous ces problèmes, en réalité? Les problèmes viennent un peu, à mon sens, je me pose toujours la question, comment les responsables FCC ont présenté Félix à leurs membres? Le président Félix à leurs membres. C'est ça, c'est de là. Et pas vice-versa. Hein? C'est de là que vient le problème. On peut parler de l'autre côté aussi. Félix, au moins, on l'a entendu dire que ce sont nos alliés. Parce que ça, il a dit l'impression que j'ai, c'est comme si on a présenté ces présidents comme quelqu'un qui est venu assurer la sécurité du président honoraire et essayer de jouer, de faire en telle sorte qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'il puisse revenir un jour au pouvoir. C'est l'impression que... Mais il y a quand même des phrases qu'il a lâchées lui-même, le président, quand il dit « je ferai tout pour que mon prédécesseur soit dans les mêmes conditions ». Alors, il y a peut-être un problème aussi d'interprétation. Quoi de plus normal que de dire que je ne permettrai pas à ce que mon prédécesseur soit combattu, ou soit mis mal à l'aise. Quoi de plus normal? Parce que lui aussi sera un ex-président après. Donc, moi je pense que c'est ça. Parce que quand vous entendez les discours, c'est là où moi je me pose un peu trop de questions. Vous entendez que vraiment, il y en a, bon évidemment chacun a son langage, hein, il y a des gens qui sont un peu plus vulgaires que les autres, ils disent non, ils aiment Motonabiso et l'autre on a Bisso, tout Tchaki. Vous voyez, des choses comme ça, moi je pense que c'est cette perception-là qui fait mal. Peu importe, moi en tant qu'analyste politique, je me dis, peu importe comment on peut dire comment ça s'est passé ou tout ça. Mais je me dis, aujourd'hui il y a un président à la tête du pays. Et moi, en tant que républicain,
pétri des valeurs républicaines, je me dis, il faut respecter la fonction. C'est pour ça que j'aurais voulu rencontrer mon homo Hubert Kabassoua, avec qui j'allais, on me dit qu'il est en deuil, donc mes condoléances, je lui présente mes condoléances en passant. J'aurais voulu, parce que lui a parlé, il disait, je l'ai suivi dans une émission, il disait que je suis un républicain rationaliste. Alors j'ai voulu un peu discuter sur ce rationalisme à lui, parce qu'un républicain, c'est quelqu'un qui défend des valeurs. Et les valeurs dans une république, la fonction du président, le président c'est une institution. Mais quand cette fonction est même désacralisée par ceux-là même qui se disent l'avoir portée au pouvoir, ceux-là même qui les disent. Ils demandent un recours au texte. L'autre camp de désacraliser le Parlement. Voilà, le Parlement. Attendez. On va arriver au Parlement. Okay. Mais essayer de désacraliser la fonction présidentielle. C'est la fonction qui incarne le fonctionnement des institutions, qui incarne la nation. Si vous-même, partenaire de ces présidents-là, vous désacralisez cette fonction, c'est-à-dire plus rien ne peut marcher. Parce qu'on n'est pas dans l'état des droits où on dit attention, ici, ce n'était pas prévu comme ceci. Là, voici ce que disent le texte. On est juste légaliste. Le pouvoir du président, c'est limite là où le pouvoir du Parlement. On ne va pas citer les noms, mais quel est le conflit, quel est le vrai problème qu'il y a entre le Parlement et le président? Quel est le vrai problème? Parce qu'il y a certains qui oublient de choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, il n'y a pas crise. Quelqu'un m'a dit ça. Il dit il n'y a pas crise. J'ai dit non. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est un régime intermédiaire entre les régimes présidentiels et le régime parlementaire. Dans le régime semi-présidentiel, on a tout simplement essayé d'assurer la protection, la stabilité du pouvoir. C'est comme ça que le président qui est là, dans un régime semi-présidentiel, il tire sa légitimité directement de la population, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Le rôle de ces rôles-là est dévolu à un fusible qu'on appelle Premier ministre. C'est ça les régimes semi-présidentiels. Que apparemment l'autre camp ne semble pas comprendre. Voilà, ou fait n'est pas comprendre. Voilà, justement, c'est là d'où vient le problème. Mais maintenant, les présidents dans un régime semi-présidentiel et les prolongements du gouvernement, c'est de ces faits d'ailleurs qui président et dirigent le Conseil des ministres. Vous comprenez? Donc, le Conseil des ministres peut prendre une décision à l'initiative du président. Ça devient décision du Conseil. Mais si demain, vous, le Parlement, vous refusez d'appliquer ça, mais il y a conflit. Il y a conflit. Donc, c'est-à-dire, je prends par exemple le 16 octobre, il y a eu le Conseil des ministres. Dans ce Conseil des ministres-là, on décide d'organiser la prestation de serment. On confie la responsabilité au Premier ministre. Mais le Parlement demande au Premier ministre de ne pas faire ça et au ministre FCC de ne pas venir. Vous comprenez? Mais c'était une décision du Conseil qu'on n'a pas. Donc, c'est le Parlement qui a demandé au Premier ministre. Hein. C'est sa famille politique. Ou c'est sa famille politique. C'est ce qu'on m'aurait dit. Hein. En tout cas, le Parlement s'était prononcé en tant que tel. Voilà, le Parlement s'est prononcé en tant que tel. Séparation de pouvoir. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il y a une décision du Conseil qu'on refuse, que le Parlement refuse d'appeler. Mais le Parlement a expliqué, a motivé sa lettre, toujours se référant au texte. Lequel? En disant. Non, attendez. C'est pour ça qu'il y a crise. Moi, je dis qu'il y a crise. Mais néanmoins, je ne suis pas de ceux qui pensent à la dissolution du Parlement. Donc la crise, la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la prestation de serment. Je ne peux pas. Mais justement, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est une crise qui est là. Je ne peux pas, moi, penser à la... Parce que les gens disent, ah non, la crise, c'est entre le gouvernement, et comme si le président n'est pas... Le président est les prolongements du gouvernement. Donc, il est impliqué dans ce gouvernement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a... Vous n'allez pas dire quelqu'un qui préside ce Conseil des ministres qui n'est pas membre de ce gouvernement. Non. Mais donc, c'est cet élément-là qui a créé la crise. On va se mettre d'accord. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent à la dissolution, même s'il y a crise. Ceux qui pensent à la dissolution, déjà, je sais ce que c'est battre campagne. Je sais ce que c'est se faire élire ou ne pas se faire élire. On parle de la dissolution du Parlement. Se faire élire. Je n'aimerais pas que des gens qui ont eu quand même la chance d'être élus puissent être renvoyés comme ça parce qu'il y a conflit entre tel ou tel autre individu. Non, je ne pense pas. Et la dissolution nous mènerait vraiment... Ils ont été élus parce qu'ils avaient adhéré à une certaine idéologie. Ils ont été élus sur des listes de groupements politiques. Maintenant, si ça ne fonctionne plus, eh bien, ils tiraient les conséquences. Pourquoi on devait avoir éprouvé de la pitié ici? Non, je n'éprouve pas de la pitié. C'est une question d'État. Je me dis, c'est la solution la plus ultime. La plus ultime qu'on peut prendre, c'est-à-dire arriver à dissoudre. Évidemment, il y a des conditions qu'on a dit, on a vu beaucoup de conditions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour résoudre cette crise ici,
il faudra que chaque camp mette de l'eau dans son vin. De l'autre côté, les FCC doit changer la perception qu'elle a, qu'il donne du président de la République. Il faut respecter cette fonction. C'est-à-dire, si on sent que les choses ne se font pas telles que prévues, on ne dit rien parce que le chef est sacré. Et maintenant, de l'autre côté aussi, les autres diront, c'est nous maintenant qui sommes au pouvoir, c'est notre tour, on fait comme vous aviez fait. Ça va être ça, mettre de l'eau dans son vin aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que, vous savez, les constituants, notre constituant, parce que les problèmes remontent là. En mettant en place cette constitution, en mettant en place ces régimes semi-présidentiels, n'a pas prévu malheureusement un cas de cohabitation. N'a pas prévu un cas où il y aurait... généralement, on se fie à on se fie à la maturité politique de la population en disant on ne peut pas chercher à faire d'Alain président de la République sans lui donner la majorité pour travailler. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais c'est la situation qui s'est créée. Et il fallait la gérer. C'est ça qu'il faut gérer, au fait. Parce que maintenant, ça prouve quoi? D'un côté, il y a ceux qui ont la majorité au Parlement, qui pensent que non, c'est nous qui avions la majorité et c'est nous qui primons sur tout. Et l'autre, qui a la présidence, qui cherche aussi à dédoubler un peu le gouvernement, un peu en se disant non, nous sommes quand même la présidence. Donc c'est ça le vrai problème. C'est un cas de figure qui n'était pas... Ça a été appliqué en France, mais dans quelles conditions? Je l'ai expliqué. En France, c'était tout simplement un problème parce que les présidents de la République avaient un mandat de 7 ans et la législature était de 5 ans. Et généralement, vous allez remarquer que la cohabitation n'a été appliquée qu'en 2 fois, entre Mitterrand et Chirac, et puis entre Chirac et Jospin. Vous verrez que dans les 2 cas, les 2 présidents, Mitterrand et Chirac, ont eu d'abord leur première élection, on leur a donné une majorité. Mais quand, au bout de 5 ans, le peuple a vu que cette majorité ne travaillait pas bien, donc il a changé de majorité, pendant que le président, il lui restait 2 ans. Donc, le président était obligé de cohabiter en ce moment-là. Mais c'est pour ça que Jospin, le Premier ministre Jospin, a supprimé cette histoire de cohabitation, parce qu'on a vu que ça créait trop de problèmes. Et donc nous, ici, nous ne pouvons pas nous permettre la cohabitation. Parce que la cohabitation ici, voilà les conséquences de la cohabitation, c'est qu'on ne se comprend pas. Les conséquences de la cohabitation. Maintenant, il faut... On devrait être de la cohabitation, mais nous, on a opté pour la coalition. Donc vous voulez dire qu'en réalité, ce n'était pas une coalition? On devait être de la cohabitation, peut-être que ça aurait fonctionné. Ouais, chacun aurait respecté l'autre. Vous savez, il faut s'en remettre toujours au souverain primaire. C'est lui qui est détenteur du pouvoir. Après 5 ans. Si le souverain primaire, en 2006, a donné tout le pouvoir au camp de la majorité présidentielle, dont je faisais partie à l'époque d'ailleurs, en 2006, donc on a donné et la présidence et la majorité de l'Assemblée à ce camp-là. En 2011, pareil. Si en 2018, ce souverain primaire n'a pas donné la majorité, la majorité absolue, donc la présidence et le Parlement au même camp, c'est-à-dire que le souverain primaire n'a pas voulu que ces camps-là puissent avoir la plénitude du pouvoir. Alors, si vous vous dites... Quel camp? Le FCC, qui a gagné la majorité à l'Assemblée. Bon, on peut aussi dire que le souverain primaire a voulu à ce qu'il y ait cohabitation, que celui-ci fasse son boulot, pas cohabitation, que l'autre aussi fasse son boulot. Il a voulu coalition, parce qu'en cohabitation, c'est-à-dire que les FCC... Mais en donnant la majorité parlementaire en cohabitant, les FCC allaient avoir tout le pouvoir. Oui, mais ça aurait été ça la volonté du souverain primaire. Non, si c'était ça la volonté du souverain primaire, madame, je m'explique, si c'était ça la volonté du souverain primaire, il allait faire comme en 2006 ou en 2011. C'est-à-dire on allait tout donner. Est-ce que vous ne comprenez pas que notre population ne comprend pas grand-chose? Et la présidence la population n'a jamais compris ça comme ça. Vous, les politiciens, ne les avez pas aidés, n'avez pas aidé nos communautés à comprendre cela comme ça. Ça, j'en conviens. J'en conviens avec vous. Mais je vous dis, tout simplement, c'est-à-dire que cette façon de voter de la population a montré que la population ne voulait pas qu'il y ait un seul camp qui puisse avoir tout le pouvoir. Or, si on a commencé par cohabiter, c'est-à-dire que tout le gouvernement et le Parlement allaient être aux mains des FCC, donc on allait rentrer dans... c'est-à-dire que le FCC allait avoir tout le pouvoir. Or, n'oublions pas, toujours les régimes, j'essaie toujours de rappeler, un président qui tire sa légitimité directement à la base, il a un certain pouvoir. Et vous n'allez pas demander à ces présidents-là de rester dans son palais, essayer d'inaugurer seulement des chrysanthèmes. Non, il doit exercer un certain pouvoir. Ça sera sur base de quel texte? Pardon? Ça sera sur base de quel texte?
Mais sur les textes, le régime semi-présidentiel, il tire sa légitimité directement à la population. Mais les autres aussi tirent leur légitimité. Hein. Ils expliquent ça comme ça. Ils disent le président a été voté. Oui. Nous aussi, les 500 avions été votés. Le cas de l'Assemblée nationale, par exemple. Nous parlons et du président. Ouais. L'institution président et de l'institution parlement. Ah, ok, là, on est d'accord. Okay. On se comprend très bien. Le président, d'abord, lui, il tire sa légitimité de toute la population. Oui. Un député n'est pas élu par toute la population. Il est élu par une circonscription donnée. Voilà. Le mieux élu ou le meilleur élu. Un jour, à Kinkakati, le président Kabila nous a dit, mais vous oubliez que moi, je suis un élu aussi comme vous et que je suis le meilleur élu d'ailleurs. Et il avait raison de le dire. Donc, attention. Et vous n'allez pas demander à celui-là qui a connu, qui a eu la légitimité de tous dans le pays, de ne pas diriger, de seulement gouverner, régner sans diriger comme dans un régime parlementaire. Non, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait un nouvel ordre politique, évidemment, comme j'ai dit, je vais proposer à la fin. C'est-à-dire qu'il faut que nous sortions de cette histoire-là parce que nous n'arrivons pas à gérer cette histoire-là. Alors maintenant, des deux choses l'une. Soit nous ne mettons pas le pays en feu, Bien avant d'arriver là, M. Hubert Tetika, parlons du déroulement des consultations. Oui. Mais c'est du déjà entendu. Est-ce qu'on voit par exemple les ONG de défense des droits de l'homme qui déjà au départ étaient contre la coalition? Déjà au départ, on sait que les églises, les confessions religieuses s'est présentées comme des sapeurs-pompiers. Est-ce que ce n'est pas pour légitimer une décision finale que le chef de l'État a fait ça? Bon, je ne veux pas moi m'immiscer dans ce que le président pourra Parce qu'on connaît déjà ce que disent la CAGE et tous les autres. Mais est-ce que nous savons réellement tout? Parce qu'il y a des gens qui ont déposé des mémos, ils viennent parfois faire un petit résumé, on ne sait pas réellement s'ils ont tout dit et tout ça. Mais le président, quand même, évidemment, il ne va pas prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on va lui dire. Évidemment, lui aussi a une certaine idée, il va voir un peu les textes, il va voir, mais voilà. Et puis il faut voir aussi l'intérêt supérieur de la nation. Faudra-t-il aller jusqu'à la casse? Par exemple, moi je vous dis sincèrement, dissoudre le Parlement aujourd'hui, par exemple, ça peut être une des décisions. Il y a deux choses l'une. Soit cette coalition se met d'accord en se disant, voilà, nous essayons de revoir un peu nos positions, l'FCC respecte la fonction président, et le président, lui aussi, essaie de voir un peu, essaie de consulter les autres s'il s'agit d'un projet. Ça sera sur base d'un autre accord. Et qu'il n'y ait pas, peut-être un autre accord. L'eau dans le vin sera encore signé. Peut-être qu'un autre accord entre eux, de dire que bon, le premier accord n'a pas marché, refaisons. C'est un accord de gouvernement, de gouvernance, en fait. Ça, ils peuvent le faire, ils sont libres à eux de le faire. Ils peuvent dire, bon, nous avons la coalition, nous maintenons la coalition, mais écoutez, nous changeons ça. De toute façon, parce qu'ils n'ont pas mis à notre portée cet accord. Donc nous ne connaissons pas. Ils peuvent le changer sans me conseiller, je crois, qu'est-ce qu'ils ont changé. Nous voyons seulement les effets. Donc, de deux choses l'une. Ils peuvent se dire, voilà, nous maintenons la coalition, mais changeons, corrigeons ce qui n'a pas marché entre nous. Deuxièmement, si ce n'est pas ça, alors ils vont carrément à la dissolution de l'Assemblée. La dissolution de l'Assemblée, mais évidemment, il faut en mesurer les conséquences aussi. Tout ce qu'il y a, il faut refaire une élection, il faut ceci, il faut cela. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir. Il n'y a pas d'argent pour ça. C'est ça, l'UFCC accuse de vouloir débaucher ses députés pour se créer une nouvelle majorité. Pour faire basculer la tendance. Alors, vous savez, je vais être vraiment clair. Il semble qu'il y a un monnayage. Vous avez en face de vous quelqu'un qu'on a voulu débaucher. Moi. Okay. Avec combien d'argent? Moi, j'étais membre de l'ARC. Nous sommes partis au G7. Oui. Nous avions quitté la majorité. Certains de nos collègues sont restés. Je sais que moi, on m'a appelé dans un des restaurants de la place pour me dire, signe ces papiers d'allégeance au président Kabila, et puis nous faisons de vous demain ça. Et il y avait aussi une enveloppe. J'ai dit non, par exemple. Mais il y en a qui sont restés. Ils sont devenus ministres. Après, vous les reconnaîtrez facilement. Donc les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vous les reconnaîtrez facilement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait le mal du FCC, c'est d'avoir fait de cela une pratique. Mais aujourd'hui, ça les rattrape. Donc c'est normal. Donc les autres vont faire la même chose. Aujourd'hui, ceux du changement vont faire la même chose. Qu'un député, parce que maintenant, ceux qui sont restés chez nous à l'époque, nous sommes partis. Le mandat appartenant au parti, les amis qui sont restés en réalité devaient perdre leur mandat. Mais moi, à l'époque, je me suis même opposé, j'ai dit non. Ils ont eu raison de rester parce que peut-être les présidents des partis ont pris une décision sans les consulter. Ils avaient raison peut-être de rester. Mais la loi, au regard de la loi, ils devaient perdre le mandat. Mais qu'est-ce que la FCC a eu comme réaction? C'est tout simplement de dédoubler ces partis. Mais aujourd'hui,
C'est les revers de la médaille. Aujourd'hui, le FCC se retrouve face au même cas et il crie au voleur. Mais lui, il l'a fait. Donc, bon, le Donc, camp du avant changement et peut après, aussi c'est faire pareil, ça. hein. Bon, moi, malgré que je ne crois pas à ces retournements, parce que c'est pas facile de retourner comme ça 300 députés qui vont... Bon, c'est pas facile, mais je pense que c'est des bonnes guerres. C'est une pratique. Écoutez, ceux qui l'ont commencé, ils peuvent les subir aujourd'hui. Donc le plus fort l'emporte. Donc ils peuvent le subir aujourd'hui, parce que quand ils l'ont fait, ils ont dédoublé beaucoup de choses. Que le plus fort l'emporte, de toute façon, et les derniers dédoublements, c'est Bahati. Et tout ça, vous voyez. C'est-à-dire que c'est une pratique qu'on fait. C'est comme ça que j'ai admiré ce que Patrick Mouyaya, le collègue Mouyaya, mon jeune frère que j'apprécie beaucoup, a dit. Il dit, ils sont en train de subir, ils sont en train de reprocher aux gens les mêmes méthodes qu'ils ont appliquées hier. Mais quand est-ce que ces méthodes vont prendre fin? Non, parce qu'on veut un changement. Non, en changeant tout. Un changement. Justement, vous me donnez l'occasion de parler. Aujourd'hui, vis-à-vis de tout ça, un nouvel ordre politique s'impose. Quel est l'ordre? Qu'est-ce que nous vivons là? Qu'est-ce que nous vivons? En fait, nous vivons ce que nous avions vu, ce que le Sun City nous a conseillé. Nous sommes allés à Sun City, on nous a dit, vous êtes un pays post-conflit, donc vous devez vous mettre ensemble, et appliquer certaines méthodes. Donc, il dit, voilà, on nous a conseillé à Sun City, par exemple, en disant, voilà, mettez en place un mode de scrutin qu'on appelle proportionnel, que l'on savait injuste. Le mode de scrutin proportionnel est injuste par essence. Parce qu'on peut avoir un cas de figure où il nous faut, il y a un endroit où il y a 2 sièges, vous deux, vous vous présentez, moi je présente aussi avec quelqu'un d'autre. Vous avez 50 000 voix, 40 000 voix, moi j'ai 35 000, mon gars qui me suit 34 000 voix, à nous deux ça fait 68 000, vous avez 90 000 voix, mais le quotient électoral est 40 000 voix, donc chaque liste peut être éligible à la députation, mais on vous prend, vous les premiers là-bas, et moi les premiers ici, on fait de nous députés, alors qu'en réalité, madame qui a fait 40 000 voix plus que moi, n'est pas députée. Tout simplement parce qu'on a dit, il faudra que toutes les tendances soient représentées. Donc, il faudra que toutes les tendances soient représentées. Donc, on savait que ce mode de scrutin-là, par essence, il était mauvais. Et comme vous êtes élu député, donc c'est-à-dire, madame qui est élue ne se retrouve pas au Parlement, moi qui n'étais pas élu, je me retrouve au Parlement, c'est que ces parlements, les 2 parlements que nous avions eus, n'ont pas été l'expression, les 3 d'ailleurs, n'ont pas été l'expression de volonté populaire. Il faut résoudre un peu ces problèmes. Et comme les députés est la sommation de voix du groupe, ça veut dire que les mandats ne lui appartiennent pas, il appartient au groupe, au parti. Or, en réalité, donc si les députés là prennent une décision, par exemple maintenant, un député qui dit, des FCC qui dit non, moi je trouve que l'FCC ne marche pas bien, je quitte, je rejoins le président Félix. On lui demande de démissionner et en démissionnant, il perd son mandat. Alors que c'est l'électeur, ce sont les électeurs qui lui ont donné ces mandats. Donc, le vrai problème que nous avons, c'est celui-là. Les hommes politiques, maintenant, c'est la conséquence, on a ôté à l'homme politique cette capacité, cette autonomie de décision. Il ne peut plus décider. La preuve, vous voyez, beaucoup d'entre nous ne réfléchissent maintenant que par procuration. Donc ils ne réfléchissent plus, ils agissent par procuration. Quand il y a un problème, ils attendent qu'est-ce que l'autorité morale va dire, et puis après on applique. Oui. Donc aujourd'hui, nous devons changer. Ce n'est pas un garde-fou pour ne pas permettre, on connaît aussi que nos politiciens, les politiciens congolais sont souvent versatiles, ils ne sont pas posés. Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de les maintenir dans l'ordre? Oui, parce qu'il y a un investissement pour faire des politiciens. Attendez, je veux bien. L'argent de campagne les reçoivent des partis politiques. Vous n'avez pas vraiment tort. Mais en réalité, ils sont fabriqués pour trahir. Vous n'avez pas vraiment tort. Mais ce qu'il faut voir maintenant, pourquoi on a des politiciens comme ça? C'est parce qu'il y a émiettement de la classe politique suite à ces modes de scrutin. C'est-à-dire, c'est un mode de scrutin qui a favorisé l'émiettement de la classe politique. C'est pour ça que nous avons plus au moins 800 partis politiques aujourd'hui. Tout simplement parce que cet émiettement, le fait que je vois que j'ai mon parti, j'ai mes députés, avec mes députés je peux me positionner, chacun essaie de créer un parti. On peut casser cet émiettement-là en cassant le mode de scrutin proportionnel, en mettant tout la mise en place du seuil. Un mode de scrutin. Non, le seuil a créé un effet contraire. Parce que le seuil, c'était quoi? L'idée, c'était de faire disparaître les petits partis. Mais or, qu'est-ce qui s'est fait? Nous sommes dans un pays, vous savez que dans ce pays, il n'y a aucun parti, je dis bien aucun, et je pèse mes mots, aucun parti qui est partout, jusque dans tous les villages, non.
Ne suivez même pas le PPRD ni encore l'UDPS. C'est-à-dire que vous avez toujours des coins où vous avez quelqu'un d'autre, où vous avez toujours un petit parti qui est leader dans ces petits coins-là. Oui, donc, ce qui a fait qu'avec le seuil, les grands partis étaient obligés maintenant d'aller rechercher les mêmes petits partis pour faire nombre dans des petits. Donc, le seuil a créé un effet inverse. Donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est un mode de scrutin majoritaire. Un mode de scrutin majoritaire qui va automatiquement éliminer le nombre de partis, drastiquement le nombre de partis. On va se retrouver peut-être avec 10 partis. Et si on se retrouve avec 10 partis, maintenant, c'est là où la sélection sera difficile. C'est-à-dire que pour que vous puissiez émerger dans un parti, il faut que vous puissiez prouver de quoi vous êtes capable. Et là, on aura des hommes politiques sérieux. On n'aura pas des hommes politiques versatiles comme vous êtes en train de dire. Pour ça, il faut attendre peut-être 3 ans. Entre-temps, il faut résoudre la crise qu'il y a maintenant. Est-ce que vous La crise n'a que 2 solutions. Voilà. Alors, des deux, l'une. Ouais. Mais maintenant, au cas où on ne prend ni l'une ni l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui réellement que finalement les hommes en uniforme, les militaires s'immiscent dans cette gestion parce que rien ne va en fin de compte? Je ne le souhaite pas. Vous savez, cette culture de coup d'État, c'est déjà dépassé. Mais au Mali, ça a tenu. Hein. Mais oui, mais ça attendez. s'est installé. Attendez. J'ai entendu des gens prendre... Il y a un contexte à chaque fois. J'ai entendu des gens prendre le Mali comme... Vous savez... Au Soudan aussi. Les coups d'État maliens n'est pas venu suite à un conflit politique. Mais c'est un coup d'État. C'est un coup d'État contesté. Non, il faut qu'on se le dise. Là, c'est une manifestation populaire. C'est la population qui ne s'est pas mis d'accord avec le gouvernement, avec la politique, avec les politiciens. Et ils ont demandé aux politiciens de trouver une solution. Ils ne l'ont pas trouvé. C'est comme ça que les militaires se sont intercalés. Et pour présentement, les Congolais sont d'accord avec les politiciens. Ils sont d'accord avec la politique nationale. Ici, nous avons un conflit politique. Ouais. Et qu'en est-il de la population? C'est un conflit entre politiciens d'abord qui a un impact négatif sur la population. La population passive. Donc aujourd'hui, mais écoutez, je ne veux pas moi juger cette population, mais on sait comment elle agit, cette population. Vous savez comment elle agit. C'est une population mobilisée, démobilisée selon les motivations. Nous avions tellement, nous, politiques, appauvri cette population. Nous l'avions manipulée à souhait, que nous pouvons la manipuler à souhait. Toute personne qui arrive est accueillie comme un prince. Les mêmes qui vous accueillent vont l'accueillir demain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que nous devons d'abord résoudre certains problèmes, surtout les aspects plus économiques, pour donner à cette population un certain pouvoir d'achat, une certaine autonomie. Parce que cette population n'est pas libre. Elle marche au gré des intérêts. Et les intérêts, ils vont les chercher sur ceux qui ont l'argent. Malheureusement, ce sont les politiques qui ont l'argent dans le pays. Et là, je préfère le dire clairement. Donc, aujourd'hui, le conflit ici, c'est un conflit politique, entre hommes politiques. Le président a bien dit crise de gouvernance politique. C'est-à-dire que c'est un conflit qu'on ne peut résoudre que politiquement. Les militaires viendront changer quoi? Si jamais il y avait ça, quelque chose que je ne peux pas souhaiter, ils viendront changer quoi? Parce que le problème là, au Mali, le président n'entendait pas la population. La population lui dit, voilà ce qu'il faut. C'est comme le printemps arabe d'ailleurs. Donc on en avait marre. Et puis voilà comment l'armée s'est intercalée. Mais ici, chez nous, c'est un conflit politique. Et d'ailleurs, c'est un problème que nous pouvons résoudre. Il n'y a pas 3 solutions, il n'y a que 2. Soit cette coalition se met d'accord à rester, terminer les 2 ans ou les demi qu'il les reste, ou 3 ans qu'il les reste. Ils se disent, bon, nous terminons les 3 ans et puis chacun va vaquer à ses occupations, mais pour les 3 ans, essayons de revoir notre façon de travailler, de coopérer. C'est l'accord de gouvernance qui n'engage pas l'État qu'ils arrangent ça. Soit, alors, comme s'ils ne peuvent pas s'entendre, parce qu'ils ont encore cette possibilité-là de s'entendre, s'ils ne peuvent pas s'entendre, alors, dans ces cas-là, nous entrons dans les textes et il faut aller vers la dissolution, alors rentrer vers la population pour trouver une solution. Parce qu'il y a 2 façons de trouver une solution. Soit les politiques trouvent une solution entre eux en maintenant la coalition, soit ils reviennent, alors c'est le peuple qui trouve la solution mais le chef en faisant une autre élection. Le chef a déjà annoncé l'union sacrée. Oui. Mais vous savez ce que c'est? En quoi ça va fonctionner dans un état de type normal où nous sommes? Vous savez ce que c'est l'union sacrée?
En mon Quel entendement que vous avez l'union sacrée? l'union sacrée, c'est lorsqu'on se ligue contre une certaine opposition, contre certaines dictatures, parce que nous, on copie tout, n'est-ce pas? Oui. L'union sacrée est née dans ce contexte-là. Au Congo, ça sera quoi l'union sacrée? On se liguerait contre qui? C'est qui le mal? C'est qui le diable au Congo? Donc au fait, l'union sacrée, ça veut dire, en réalité, les gens, il y a plusieurs interprétations que les gens donnent. Et quelle est la vôtre? C'est comme si c'était la mienne est très simple. C'est-à-dire, je suis là, j'ai le mandat de gérer, de diriger l'État. Mais je n'arrive pas à bien travailler parce qu'il y a un conflit entre moi et mon partenaire. OK? Il y a ça. Maintenant, je me retourne vers vous tous qui êtes là, pour que nous puissions trouver des solutions ensemble, que nous puissions mettre ensemble nos intelligences en formant une union pour l'intérêt de la nation. Au fait, c'est tout simplement ça. C'est quelque chose de fictif, hein? C'est pas quelque chose de bien formé. Beaucoup, oui, et les politiciens veulent bien sauter sur de telles occasions. Mais l'union sacrée a déjà existé au Congo, non? Oui, mais ça c'était autre chose. C'était une opposition okay. qui s'organisait. Mais non, ça change. Là, il y a une opposition qui s'organisait. Avec le même maintenant, c'est un pouvoir qui veut s'organiser en appelant les autres. Donc, attention, parce que beaucoup prennent ça pour une occasion de positionnement. Ils viennent voir les chefs, c'est l'habitude chez nous. Mais ça s'est toujours passé comme ça. Vous avez dit que rien ne changeait, non? Et à la fin... Et le chef l'avait même mentionné, c'est pour une gestion... Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on veut élargir l'action gouvernementale. Aujourd'hui, il est hors de question, à mon sens, il est hors de question d'aller dans un gouvernement d'union nationale. Pour quelle raison? Les institutions ça, c'est votre sens, aussi l'entendement. Attendez, les institutions sont en place, il y a une majorité qui est là, il y a un président qui est là. En vertu de quoi on va aller dans un gouvernement d'union nationale? Parce que la crise n'est pas... Attention, cette crise n'est pas une crise institutionnelle, c'est une crise de gouvernance. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à gouverner convenablement parce que les gens ne s'entendent pas. Il faut faire attention à ça. Mais vous parliez du Parlement et tout ça, ce n'était que de gouvernance et non d'institution. Mais attention, quand je parle de gouvernance, on n'a pas un gouvernement, par exemple, c'est extrêmement rare d'avoir un gouvernement qui n'est pas homogène. C'est-à-dire, l'homogénéité, ce n'est pas dans la composition, je parle d'homogénéité dans le fonctionnement. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne se mettent pas d'accord et qui ne fonctionnent pas. Comment voulez-vous qu'un ministre bloque l'action d'un autre ministre? C'est quand même anormal. Donc voilà, tout simplement, la crise aujourd'hui, tant qu'on n'arrive pas à définir la crise, tant qu'on n'arrive pas à définir la qualité de la crise, c'est là le vrai problème. Parce qu'on a tendance à bifurquer, à croire que c'est une crise genre les crises qu'on a connues à l'époque de CNES, à l'époque de Sun City. Non, c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout simplement une crise de gouvernance. Ceux qui ont fait la coalition ne s'entendent pas, mais le malheur pour eux, c'est qu'ils n'ont pas mis au début les textes à la portée des gens. C'est pour ça que moi, j'ai dit, par exemple, il faut toujours que les alliances se fassent avant les élections et non après. Vous avez vu, par exemple, il y a eu une alliance Palou-PPRD, quand il y a eu les 2 tours. Déjà, on savait avant les élections comment ça va se passer. Et après les élections, personne ne pouvait dire que non, ça on ne fait plus. Mais les alliances après les élections, vous avez un qui a le pouvoir, qui est détenteur du pouvoir. C'est comme si l'autre négocie pour prendre un peu. Et puis on lui pose n'importe quelle condition. C'est là le vrai problème. Le temps nous imparti arrive à la fin. Oui. Que dira le chef de l'État à l'issue de ces consultations? Bon, je ne suis pas divin pour entrer dans son esprit. Mais je pense sincèrement, il a tout entendu, hein. Il a entendu ceux qui vont jusqu'au bout, les jusqu'au-boutistes pour dire, écoutez, on casse tout, cette coalition, on revient. Il a entendu ceux qui disent que non, il faut arranger la coalition, il faut aller voir l'autre, essayer de négocier. Il a même attendu les alliés, les partenaires extérieurs, les diplomates, tout, il a entendu. Donc tout ça, il a entendu, mais je pense, à mon sens, ce que j'ai dit ici ne m'engage que moi. Je pense, à mon sens, que personne n'a intérêt à éclabousser tout ça, à mettre le pays à feu à sang. Personne n'a intérêt. Donc, aujourd'hui, une dissolution de l'Assemblée nationale sera vraiment la toute dernière des solutions et la plus ultime, au cas où vraiment les gens ne s'entendent pas. Mais il ne faut pas l'envisager. Je préfère ne pas l'envisager. Mais ça sera vraiment la solution ultime. La seule solution ici, la crise, elle est de gouvernance. Il y a un problème. Le problème, c'est que
il faut que les deux coalisés mettent chacun de l'eau dans son vin, que le FCC donne une autre image et une autre image de la fonction présidentielle, qu'on ne le ridiculise pas à tout moment, parce qu'à un moment, quand vous ridiculisez quelqu'un, c'est comme ça que tout le monde prend parti pour lui. C'est quand même un président de la République, on ne va pas voir un ministre, j'allais dire petit ministre, ça n'existait pas, on ne peut pas voir un ministre qui va résister à un président, tout ça vous pouvez le faire en coulisses. Donc, il faut éviter que ces choses-là s'effacent. Et que le président... Donc, ça passera on ne va pas voir non plus, un militant ridiculiser une présidente de l'Assemblée nationale. Vous feriez mieux de donner tous ces exemples ici. Mais oui, madame. Un président de l'Assemblée nationale, ça se respecte. Mais sans blague. Ça se respecte. Heureusement. Mais un président de l'Assemblée nationale, elle aussi se respecte elle-même. Donc tout ça doit aboutir à un nouveau gouvernement. Donc l'actuel gouvernement doit nécessairement tomber. Mais ça sera toujours un gouvernement FCC cash, de toute façon. Ça sera toujours un gouvernement FCC cash, parce qu'on ne va pas faire autrement. Ça sera toujours un gouvernement FCC cash. Il y aura un changement peut-être de Premier ministre, effectivement, parce que bon... il y a eu déjà, quand il y a incompatibilité d'humeur entre le président et le Premier ministre, il est normal que le Premier ministre foute le camp. Donc c'est tout à fait normal. Donc on va changer. Il sera forcément obligé de changer le Premier ministre, mais seulement il faudra qu'on tienne compte de la stabilité de la nation. Il faut stabiliser la nation, donc il ne faut pas la déchirer. Et ne pas la déchirer, ça veut dire, oui, la coalition, on revoit. Il semble qu'il y a eu des problèmes de pourcentage, 65-35, on fait 50-50. C'est des choses qui peuvent se discuter entre eux, mais que les extrémistes des deux camps arrêtent d'avoir des propos incendiaires qui puissent nous amener vers le gouffre. Moi, je ne sais pas, personne ne gagnera au fait. Si aujourd'hui, demain, il y a une guerre civile ici, ou s'il y a un coup d'État, comme les gens le disent, non, c'est pas normal. Donc nous ne sommes plus là. Nous avions déjà avancé. Nous avions vraiment, en termes de processus démocratique, le Congo a quand même beaucoup avancé. Donc nous avions beaucoup avancé. Il ne faudra pas casser tout ça en revenant en arrière, pas pour des intérêts mesquins, pour des intérêts des camps. Donc, respecter la fonction présidentielle, que le président considère aussi ses alliés, qu'ils essaient de se consulter très souvent, qu'ils essaient de mettre en place un mécanisme de consultation permanente, mais alors vraiment, mais discrètement, parce qu'apparemment, on a comme l'impression que ces choses-là se font au vu aussi de tout le monde, et c'est comme ça que ça fuite, et ça devient à la place publique. Ils peuvent se consulter sans que nous les sachions, mais nous voyons seulement les résultats. Nous voyons que voilà, le président en est tel, on a fait ceci, on a fait... Donc, ce qui se passe en coulisses, ce n'est pas notre problème. Parce que la preuve, ils ne nous ont même pas montré les accords. Parce que tout simplement, ils pensaient qu'ils pouvaient les gérer sans nous. Donc, que ça soit comme ça, mais si vraiment, les violons ne peuvent pas s'accorder, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut aller vers la dissolution de l'Assemblée, qui serait un peu regrettable. Monsieur Hubert Tetika, vous êtes député national honoraire, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci Alain Boma. Merci Julie. Merci à vous, madame, messieurs. C'en est fini pour ce dossier de la rédaction. À très bientôt sur BioOne.